Très bien. Donc, tout d'abord, permettez-moi donc de remercier chaleureusement l'ensemble du comité d'organisation du colloque et sans plus de préambule, donc voici le titre de ma communication, donc une relecture du Dar al-Islam et Dar al-Harb dans la pensée musulmane contemporaine. Donc, prenant appui ici sur la division juridique musulmane traditionnelle du monde en un territoire d'islam et un territoire de guerre, de kufr, un territoire de mécréance, et sur les diverses manières dont les savants musulmans prémodernes ont défini ce paradigme, la période moderne a été témoin de débats et de controverses au sujet de l'adaptabilité de ce paradigme traditionnel à l'évolution de l'ordre mondial. À partir du début du XIXe siècle, donc c'est la colonisation par les puissances européennes de vastes territoires autrefois sous domination musulmane et la disparition de l'Empire ottoman qui ont donc poussé donc les savants musulmans à reconsidérer donc les notions traditionnelles de territorialité. Par la suite, au cours du XXe siècle, ces savants se sont principalement préoccupés d'aligner les frontières géoreligieuses traditionnelles aux nouveaux États définis territorialement et de réorganiser les relations internationales sous l'égide, cette fois-ci, des Nations Unies. Donc, avant de finalement reconsidérer les notions territoriales à la lumière de migration de millions de musulmans vers l'Occident. Cette communication se propose d'explorer comment les savants musulmans ont redéfini des concepts tels que Dar al-Islam, Dar al-Harb ou Dar al-Ahd en réponse à ces bouleversements géopolitiques depuis le XIXe siècle. On se demandera ici donc dans quelle mesure ont-ils adopté, modifié ou abandonné les concepts territoriaux que les autorités des différentes écoles juridiques avaient forgés durant la période prémoderne. Et comment leurs réflexions ont-elles impacté les questions liées à l'altérité et plus précisément aux relations musulmans-non musulmans et à l'application des lois musulmanes qui ont toujours fait partie intégrante des débats juridiques en lien avec la question ici toujours du territoire. Donc, avant d'aller plus avant dans mon propos, je propose de vous restituer brièvement quelques grands débats sur la division des territoires à l'époque coloniale. Donc, dès lors qu'une partie importante des populations musulmanes d'Afrique du Nord et subsaharienne, mais également d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, furent soumises à la domination coloniale, les fuqaha donc furent confrontés à la question de savoir si leur territoire continuait à faire partie ici du Dar al-Islam ou si leur assujettissement par les puissances coloniales en avait fait des territoires de mécréance, Dar al-Harb ici. Donc, alors qu'au cœur des débats se trouve une fois encore la question de savoir s'il est permis ou non aux musulmans de rester dans ces territoires ou s'ils doivent émigrer vers les terres musulmanes, les savants ont également discuté donc, de l'obligation de prendre ou non les armes contre le colonisateur donc à cette époque. Même si ces questions ont été débattues dans les diverses colonies, je placerai la focale ici sur l'Algérie et l'Inde. Donc, les débats les plus vifs et les plus controversés sur la classification juridique des terres sous domination coloniale ont très certainement eu lieu en Inde britannique. Bien que les Britanniques aient colonisé une grande partie du sous-continent depuis le milieu du XVIIIe siècle, les discussions sur le statut territorial de l'Inde et ses implications ont vu le jour au début du XIXe siècle. Et rappelons à l'occasion qu'à cette époque, l'empereur moghol était encore au pouvoir. Donc certes, ces débats n'étaient pas neufs, car les savants musulmans en Inde avaient déjà été confrontés à une situation similaire lorsque la dynastie hindoue des Marathas prit le pouvoir dans de vastes régions du nord de l'Inde avant l'arrivée des dirigeants coloniaux. Et dans ce contexte, donc, ils soutinrent que l'Inde restait Dar al-Islam, suggérant que le critère décisif pour cette classification n'était pas l'appartenance religieuse des dirigeants, mais le contrôle par les musulmans de leurs propres affaires juridiques. Néanmoins, les changements induits sous la domination coloniale et qui avaient affecté ici l'ordre politique, mais également juridique, social, suscitèrent des débats houleux parmi les savants indiens au sujet du statut territorial donc de leur pays. Ils entrèrent en désaccord, notamment au sujet de leur territoire, que certains considéraient comme territoire musulman, donc Dar al-Islam, mais aussi sur la légitimité d'y résider et l'obligation de s'engager dans la guerre contre les Britanniques.
Donc, un certain nombre d'éminents savants ont soutenu à cette époque que l'Inde avait perdu son statut de Dar el-Islam en raison de sa domination par les Britanniques. Mais ils ont tiré donc de ce nouveau statut des conclusions différentes. En 1803, Shah Abdelaziz al-Dihlawi, qui meurt lui en 1824, qui est le fils du Shah Wali Allah al-Dihlawi, décédé en 1762, donc l'un des savants les plus renommés de l'ère moghole, émit plusieurs fatwas à ce sujet, et dans l'une d'elles, il déclara que l'Inde était Dar al-Harb. Dans l'un de ses avis juridiques, son père, Abdelaziz al-Dihlawi, illustre cette position comme cela, donc ouvrez les guillemets, et il nous dit, dans cette ville, ici il parle de la ville de Delhi, dans cette ville, le pouvoir musulman n'exerce aucune autorité, tandis que les décrets des autorités chrétiennes sont obéis sans crainte des conséquences. La promulgation des commandements des mécréants signifie qu'en matière d'administration et de contrôle du peuple, dans la levée de l'impôt, des péages et des douanes, dans la punition des voleurs et des brigands, mais également dans le règlement des différends, dans les punitions des délits, les mécréants agissent selon leur discrétion. Il existe en effet certains rituels islamiques, par exemple les prières du vendredi ou des fêtes, l'adhan également, ou l'abattage rituel, dans lesquels ils n'interfèrent pas. Mais cela importe peu. Les principes de base de ces rituels n'ont aucune valeur pour eux, car ils démolissent les mosquées sans la moindre hésitation. Et aucun musulman ou dhimmi ne peut entrer dans la ville ou ses faubourgs sans leur permission. Fin de citation. En 1826, l'un des disciples d'Abdelaziz, donc le Seyd Ahmed Barelwi ici, mort en 1831, soutenait que la classification de l'Inde comme Dar el-Harb rendait la hijra ici, donc l'immigration, mais également le djihad, donc la guerre, obligatoire pour les fidèles. Ainsi, il appela les musulmans de l'Inde à émigrer vers la région frontalière du nord-ouest et à organiser donc un djihad armé contre les Britanniques. Craignant que de tels fatwas n'encouragent éventuellement des migrations massives de musulmans ou même des soulèvements violents contre eux, les Britanniques cherchèrent à contrer ces avis ou ces opinions en demandant des fatwas, des avis juridiques, à d'autres autorités musulmanes en Inde et à la Mecque qui contrediraient ces opinions. Un groupe de savants du nord de l'Inde répondit en conséquence que le djihad contre les Britanniques était illégal. Dans leur réponse également, donc dans leur réponse à la question des Britanniques, les muftis ici, Hanafi, Shafi'i et Maliki de la Mecque, furent de leur côté plus explicites, arguant que l'Inde demeurait une partie du Dar el-Islam tant que certaines des observances particulières de l'islam y prévalaient, et qu'il ne deviendrait Dar el-Harb que lorsque toutes ou la plupart des injonctions de l'islam en disparaîtraient. Fin de citation. Les débats sur le statut territorial des pays musulmans passés sous domination coloniale ont également existé au Maghreb après la colonisation française de l'Algérie, rappelons-le, en 1830. S'appuyant ici sur la tradition malikite, qui considérait traditionnellement l'autorité politique comme le critère crucial donc pour déterminer le statut juridique d'un territoire, ils ont considéré que la domination française avait fait de la région un Dar el-Harb. Cependant, comme dans le cas de l'Inde britannique, il y eut des accords au sujet de la légitimité de la résidence et l'obligation de lutter contre les colonisateurs. Et l'émir Abdelkader, donc, il décède, rappelons-le, en 1883, fut reconnu par les savants et les chefs tribaux algériens comme le commandeur des croyants dans la lutte contre les Français. En réponse à la conquête française, il établit un État indépendant, comprenant sa propre armée en Algérie occidentale et centrale, qu'il prétendait gouverner conformément à la charia. Et pour lui, la question du territoire, ou de la territorialité, pardon, et surtout ses implications pour la question de l'immigration, de la hijra et du djihad, étaient de la plus haute importance pour encourager les musulmans algériens à émigrer des régions administrées par la France et à rejoindre son nouvel État. Afin de recevoir un soutien religieux dans sa guerre de résistance, donc l'émir Abdelkader envoya des demandes de fatwa, de soutien, aux jurisconsultes de Fès et au Caire,
car les savants algériens étaient en désaccord sur ces questions. Donc nous savons, bien évidemment, de par les sources, qu'il envoie une question, les plus connues sont les questions envoyées à Hassani et surtout à Tassouli. Al-Hassani qui soutenait donc, que le djihad était un devoir religieux, et Tassouli semblait réticent à soutenir la prétention ici de l'émir Abdelkader de diriger le djihad contre les Français. Donc à la fin du XIXe siècle, comme les musulmans donc, indiens qui émigrèrent en Afghanistan, certains Algériens suivirent l'appel à la hijra du Dar al-Harb vers le Dar al-Islam. À présent, donc je présenterai brièvement la position de Rachid Rida ici, une position importante en tous les cas pour ce qui concerne la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, et puis surtout qui sont des textes sur lesquels les jurisconsultes qui le suivirent empruntèrent. Donc, le statut territorial des terres colonisées, ses implications pour les musulmans vivant sous la domination coloniale, ont également été un sujet de grande préoccupation pour le réformateur Rachid Rida. Rappelons les dates ici, 1865-1935. Il soutenait que les terres passées sous le contrôle des puissances européennes ne pouvaient plus être considérées comme faisant partie du Dar al-Islam. Selon lui, un territoire est dit Dar al-Islam uniquement s'il est gouverné par des musulmans et si la loi islamique y est pleinement appliquée. En ce qui concerne la question de la résidence sous un régime non musulman, Rida ici donc suggéra qu'elle était généralement permise tant que les musulmans étaient capables d'accomplir leurs obligations religieuses en s'appuyant sur de nombreux juristes ici très modernes. Et également donc, que les musulmans n'étaient pas obligés d'émigrer de ces territoires tant qu'ils étaient capables de pratiquer encore leur religion. Dans un de ces textes, donc Rachid Rida est allé jusqu'à permettre aux musulmans donc, de combattre dans les armées non musulmanes et de contribuer ainsi à la force des non musulmans, ce qui avait généralement été interdit par les juristes de l'époque prémoderne. Mais ici, rappelons-le au passage, bien évidemment, c'est une interdiction, j'allais dire théorique, puisque dans la pratique, nous savons voilà, que que les musulmans parfois ont combattu dans des armées non musulmanes à l'époque médiévale, mais également à l'époque moderne. Dans un autre texte, il s'est opposé donc avec véhémence aux musulmans ayant accepté la citoyenneté française alors qu'ils vivent sous domination coloniale française. Et si Rachid Rida permet aux Européens ici convertis à l'islam de conserver leur nationalité, il déclare la naturalisation des Tunisiens interdite et identifie même cela à de l'apostasie. Arguant ici que l'adoption volontaire de la nationalité d'un pays non musulman pourrait conduire un musulman à rejeter et à lutter contre les règles divines. Ici, comme nous pouvons le voir, l'ambivalence ici qui ressort de ces différentes positions révèle en tous les cas une certaine tension à laquelle Rachid Rida a dû faire face, lorsqu'à son époque, voilà, il a essayé de trouver un équilibre entre la facilitation de la vie musulmane sous un régime non musulman et la sauvegarde de l'identité musulmane de ces mêmes fidèles. Donc, je passe à une nouvelle partie qui est celle sur la territorialité, cette fois-ci dans le cadre des États-nations. Donc, motivé par les discussions sur le statut juridique islamique des terres musulmanes passées sous domination coloniale, la question de savoir comment concilier les concepts islamiques traditionnels de territorialité ici avec le nouvel ordre géopolitique est resté un sujet de controverse tout au long du XXe siècle. Suite à la disparition du califat ottoman et à la formation d'États territoriaux souverains, les savants musulmans ont répondu de manière différente afin de savoir ici comment adapter la notion classique de division du monde en Dar al-Islam, Dar al-Harb et Dar al-Ahd à la nouvelle réalité politique. Les notions traditionnelles, telles que donc, le territoire d'islam ou le territoire de guerre, n'ont pas disparu, mais ont continué donc, à coexister côte à côte avec de nouvelles frontières politiques tout au long du XXe siècle. Dans le même temps, la coexistence de concepts territoriaux traditionnels et modernes, la propagation du nationalisme, ont conduit à une pluralité d'allégeances. Cette coexistence impliquait donc l'idée d'appartenir à la fois à la communauté musulmane ici transnationale, donc à la Oumma,
et également à sa patrie ou sa nation. Donc, malgré l'acceptation générale de l'idée de l'État-nation moderne, certains penseurs musulmans n'approuvèrent pas la forme occidentale de l'État territorial et envisagèrent des modèles alternatifs dans lesquels la loi islamique serait d'une manière ou d'une autre la loi du pays. Parmi eux, on trouve le savant indien Al-Maududi, le savant indien Al-Maududi, donc 1904-1979, qui considérait le nationalisme comme intrinsèquement incompatible avec l'islam et rejetait ainsi le modèle occidental de l'État-nation, même s'il s'est finalement accommodé donc, de l'État nouvellement fondé Pakistan, considérait donc, que ce serait la première étape vers la conversion donc, de la Oumma mondiale en une entité politique ici unifiée. Alors que des pays comme l'Égypte continuaient d'être largement perçus comme des territoires musulmans, une minorité ici d'activistes affirma que ce pays était en fait devenu Dar el-Kufr ou Dar el-Harb, comme l'Égyptien Said Qutb ou encore le Palestinien Taqi Ben Hadi. Selon les partisans de ce point de vue, des pays comme l'Égypte devaient être considérés comme Dar el-Kufr ou Dar el-Harb en raison des politiques prétendument non islamiques de leur gouvernement. Accusant ici à l'occasion donc les élites dirigeantes d'être des apostats, ils jugèrent le système politique et juridique égyptien incompatible avec les prescriptions coraniques. Selon eux, tous les territoires qui avaient été considérés comme Dar al-Islam avant la formation des États modernes ont perdu donc ce statut parce que la qualification d'un territoire comme islamique exigeait, selon eux, l'établissement d'un État islamique gouverné selon la charia, ici selon les lois de l'islam. Outre l'obligation d'émigrer, ces militants donc, considéraient que les musulmans étaient également obligés de faire la guerre à ces territoires présumés non musulmans. Sans surprise, cette classification a suscité de vives critiques de part et d'autre ensemble, la grande majorité ici des savants musulmans. Mahmoud Chaltout, donc, je rappelle les dates 1893 et 1963, par exemple, donc ancien recteur de l'université d'Al-Azhar, ici, donc, contesta le supposé devoir d'émigration. Et au contraire, il suggéra que la hijra, donc l'émigration, devait être comprise dans le sens ici de résister à l'oppression, que ce soit donc de manière active ou encore de manière spirituelle. Donc les concepts juridiques islamiques de territorialité, donc, ayant toujours été liés au débat sur le djihad, le sujet de la guerre est resté un sujet de débat dans les discussions sur la territorialité à l'époque postcoloniale. Au cours de cette relecture de la doctrine du djihad, certains juristes et intellectuels musulmans se sont attachés à réinterpréter le paradigme traditionnel afin de l'adapter au nouveau système des relations internationales. Parmi les savants traditionnels les plus éminents de la loi qui se sont engagés dans cette entreprise figurent les Égyptiens, donc, les cités précédemment Mahmoud Chaltout, mais également Abu Zahra et le Syrien Wahba Zuhayli. Zuhayli explique, les guillemets, que cette division ne prend racine ni dans le Coran ni dans la Sunna. Fin de citation. Mais elle est plutôt, vous allez dire à nouveau, une simple construction donc, des juristes du IIe siècle de l'Égypte. Or, en raison donc, du nouvel ordre géopolitique, qui n'est plus un état de guerre, de conquête et d'hostilité, mais un état basé sur la paix, il conclut que la classification comme Dar al-Harb n'est plus applicable. Zuhayli donc, considère qu'aucun État qui accorde aux musulmans la liberté de pratiquer et d'enseigner leur religion ne peut être classé comme Dar al-Harb. Abu Zahra donc, abonde également dans ce sens et nous dit-il, dans les guillemets, le monde est aujourd'hui uni en une seule organisation et tous ses membres se sont engagés à respecter ses lois et règlements. Le commandement islamique, donc, dans ce contexte, est de remplir tous les contrats
et engagements auxquels les États islamiques sont tenus. Ainsi, les territoires en conflit les uns avec les autres n'existent plus au sein de cette organisation mondiale. Ce qui était initialement classé comme Dar Harb est maintenant considéré comme Dar Ahd à nouveau. En conclusion, cette brève présentation, en tous les cas, des débats juridiques sur la territorialité, donc à l'époque contemporaine, illustre les diverses manières dont les savants musulmans réinterprétaient le paradigme territorial traditionnel, et cela en réponse aux défis de leur époque. Les controverses donc, sur ce qui constituait le Dar al-Islam à l'époque des grands bouleversements géopolitiques, allant ici de la colonisation à la formation des États modernes et d'un système sans précédent de relations internationales à la migration de millions de musulmans ici vers l'Occident, reflète donc l'effort des savants pour intégrer les conceptions juridiques classiques du monde en fonction des circonstances politiques, sociales et démographiques particulières auxquelles ils étaient confrontés. La diversité des opinions des savants à l'époque contemporaine reflète aussi donc, le degré d'adaptabilité et de flexibilité qui caractérise les discours sur la normativité islamique. Si la classification des territoires a toujours été liée aux relations entre musulmans et non-musulmans, et donc à l'altérité ici, cette communication donc, a montré qu'elle remplissait à cet égard des fonctions différentes selon les contextes historiques. À l'époque coloniale, elle a servi à la fois aux savants musulmans et aux représentants des puissances coloniales pour légitimer leur stratégie politique et militaire. Au milieu du XXe siècle, certains activistes ont pu classer donc, les pays à prédominance musulmane, dont ils considéraient les gouvernements comme non islamiques, comme Dar el-Harb, et ont utilisé cette catégorisation pour légitimer donc, leur appel à l'immigration, à la hijra et au djihad armé contre ces pays. Dans le même temps, d'autres savants ont utilisé la réinterprétation des concepts territoriaux traditionnels pour démontrer la compatibilité donc, du droit international ici musulman et occidental également, et justifier ainsi la validité des traités internationaux contemporains. Enfin, donc, à la suite du XXe siècle, la reconsidération du statut territorial des pays occidentaux a finalement permis de légitimer la présence de grandes communautés musulmanes en Occident et ainsi fixer les cadres généraux du discours juridique actuel fondant la légalité de cette présence. Cette reconsidération donc, du Dar el-Harb et du Dar al-Islam permet aujourd'hui aux musulmans d'Occident de s'inscrire pleinement dans un monde globalisé, pluraliste, où la reconnaissance donc, de l'altérité permet de mesurer pleinement la capacité, en tous les cas, de certains savants à intégrer dans leur réflexion et dans leur système normatif les dynamiques sociétales contemporaines inhérentes à la mondialisation. Je vous remercie donc de votre attention. Merci.